Bonjour à tous, aujourd'hui un format qu'on n'a pas l'habitude de faire sur cette chaîne qui va être une réaction à chaud sur une nouvelle d'actualité. Premièrement, parce qu'il m'a paru important de vous passer l'info, vous allez voir si vous êtes concerné, il va pas falloir trop attendre et agir rapidement. Et deuxièmement, donner quelques pistes de réflexion, notamment sur les attaques préoccupantes par rapport aux restrictions des libertés, à la restriction de la vie privée et au final de plus en plus de surveillance. Donc donner des points de réflexion là-dessus. Et d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez en fin de vidéo. Donc comme vous l'avez sûrement lu, la nouvelle c'est que Binance décide de suspendre les tokens de protection de la vie privée en France, en Italie, en Espagne et en Pologne, donc dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et les utilisateurs de Binance dans ces pays-là ne pourront plus acheter ou vendre 12 tokens ou coins en lien avec la confidentialité à partir du 26 juin. Donc on nous dit que les crypto-monnaies vont devenir de moins en moins privées en Europe, car le principal exchange, qui est bien évidemment Binance, avec plus de 50% de part de marché, je ne sais plus exactement, mais dans tous les cas, on est sur un acteur majeur et majoritaire du marché crypto. Et il se prépare à retirer de la liste tous les tokens liés à la confidentialité dans les pays concernés, notamment la France, qui va nous intéresser particulièrement. Donc à partir du 26 juin, les tokens de confidentialité tels que le Monero ou le Zcash ne pourront plus être échangés par les clients de Binance en France, en Italie, en Pologne et en Espagne. Donc il y a un porte-parole de Binance qui a donné cette nouvelle à Cointelegraph, qui est le journal sur lequel j'ai appris cette information que vous voyez partagée à l'écran et que d'ailleurs je vous conseille d'aller consulter régulièrement si vous ne le faites pas parce qu'il y a des informations de très bonne qualité. Donc les nouvelles restrictions affectent un total de 12 crypto-monnaies qui sont listées en suivant. Donc Decred, Dash, ZEC, Horizon, PIVX, Navcoin, Secret, Verge, Firo, BIM, XMR, Monero et Mobilecoin. Donc je ne les connais pas tous, mais il faut bien comprendre que ces 12 tokens sont la principale offre autour des Privacy Coin, Privacy Token, donc les coins ou tokens ou jetons autour de la protection de la vie privée. Il en existe d'autres, mais qui sont du coup beaucoup plus minoritaires. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que Binance, qui est un acteur majeur avec plus de 50% des parts de marché, va restreindre totalement l'offre et l'accès et la possibilité d'acheter et d'échanger ce type de jetons à ses utilisateurs. Donc c'est quand même un coup porté à la privacité et à la protection de la vie privée en limitant et même en interdisant dans ce cas l'accès pour cet exchange, pour ces pays, à ces projets qui promeuvent ce type d'utilisation des crypto-monnaies. La justification qui est donnée, c'est que alors que nous cherchons à soutenir autant de projets de qualité que possible, nous sommes tenus de suivre les lois et réglementations locales concernant le trading des crypto-monnaies de protection de vie privée afin de nous assurer que nous pouvons continuer à servir autant d'utilisateurs que possible. En ajoutant que dans le cadre des processus de mise en conformité de Binance, nous avons contacté les utilisateurs concernés pour les informer qu'ils ne seront plus en mesure d'acheter ou d'échanger des tokens de confidentialité sur notre plateforme après le 26 juin. Donc si vous êtes concerné, si vous avez des tokens sur Binance, parmi les coins cités plus haut, je vous conseille de les sortir. Et si vous pensiez rentrer sur ces projets-là, notamment à travers Binance, faites-le rapidement. Et en pensant au futur, qu'est-ce que vous allez faire avec ces tokens, tout en sachant que dans le très proche futur, donc le 26 juin, il vous sera impossible de les vendre. Et il y aura sûrement un temps limite pour les retirer. Donc c'est peut-être même pas une bonne idée de passer par Binance pour rentrer sur ce type de projet à l'heure actuelle. Après, on nous dit que contrairement aux crypto-monnaies courantes comme le Bitcoin, les tokens axés sur la protection de la vie privée, à l'instar de Monero ou Zcash, sont conçus pour obscurcir les transactions de la blockchain afin d'accroître la confidentialité des utilisateurs. Alors là, je voulais faire quand même un petit point, notamment sur Zcash, parce qu'il faut savoir, et Monero d'ailleurs aussi, c'est applicable, que la confidentialité et la privacité que donnent ces types de projets, ces cryptos-là, sont fonction de l'utilisation qu'en font les autres détenteurs de jetons. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place la meilleure utilisation avec l'utilisation de votre propre nœud ou shielder les transactions, donc protéger vos transactions sur Zcash. Mais la privacité globale du réseau dépend des autres utilisateurs, notamment sur Zcash où il y a moins de 10% des transactions, et je pense que celles qui sont vraiment full shield, c'est-à-dire totalement anonymes, totalement secrètes, ça représente moins de 10% et même on est moins en dessous de 5%. Ça veut dire que 95% des transactions ne sont pas vraiment anonymes à 100%. Il y a moyen de doxer, donc de retrouver les transactions. Donc c'est pas non plus un outil idéal, même s'il apporte plus de privacité que d'autres projets. Et après, la privacité sur Monero dépend notamment du pourcentage de personnes qui utilisent des nœuds publics, où dans ce cas-là, la confiance est un peu décentralisée ou est reportée sur qui détient ce nœud public, avec une privacité qui peut être compromise dans le cas où le nœud public n'est pas un acteur bienveillant. Ensuite, on nous dit que les gouvernements du monde entier se sont activement opposés à l'adoption de crypto-monnaies axées sur la confidentialité et d'autres outils de confidentialité des crypto-monnaies. Notamment, on peut penser à la Tornado Cash sur ce point-là, en faisant valoir des préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'AML,
et au financement de la lutte contre le terrorisme. Donc là, c'est cette partie-là où je voulais quand même vous donner quelques points de référence, des chiffres, surtout des pourcentages, pour voir si c'est un argument qui tient debout, même si c'est tout à fait louable de vouloir lutter contre ces thèmes-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est un argument qui est souvent avancé, et au final, il est important de remettre les choses dans son contexte, je pense, pour voir ce qu'il en est réellement et s'il n'y a pas d'autres motivations derrière ces arguments très louables au final. Pour cela, on va se rendre sur le site des Reuters, peu importe comment ça se dit, mais qui dans tous les cas est une agence de presse sérieuse et réputée avec des informations de qualité. Donc il nous dit, alors ça c'est un article qui date de janvier 2022, donc qui commence à dater de l'année dernière, que les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars d'argent en crypto-monnaie l'année dernière, donc en 2021, l'année du bull run, en augmentation de 2020. Et ça vient d'un rapport de l'entreprise d'analyse de blockchain Chainalysis, donc entreprise sérieuse aussi. Donc c'est vrai que 8,6 milliards de dollars, ça peut paraître énorme, et ça l'est réellement, mais il faut quand même le mettre en parallèle et en relation avec le montant total estimé, bien sûr, du blanchiment d'argent au niveau mondial. Donc pour cela, on va aller voir sur le site d'Europol, donc on peut faire difficilement plus officiel qu'Europol. Donc on nous dit que l'échelle du blanchiment d'argent au niveau mondial est difficile à mesurer. Et bien évidemment, le but c'est de ne pas se faire choper, mais que l'unité spéciale de l'ONU qui s'occupe de ces crimes-là estime que la fraude se situe entre 715 milliards et 1,87 trillion d'euros chaque année. Donc vous voyez un peu l'échelle par rapport aux 8,6 milliards qui, bien qu'importants, paraissent un peu ridicules par rapport à la somme globale. Donc c'est-à-dire, j'ai quand même fait mes petits calculs. Donc en fourchette basse, si on considère que le blanchiment d'argent au niveau mondial correspond à 715 milliards, donc fourchette basse de l'estimation qui est faite, ça voudrait dire que les crypto-monnaies participent uniquement à 1,2% de cette somme. Donc si on inverse, ça veut dire que 98,8% du blanchiment d'argent se fait totalement en dehors du monde des crypto-monnaies. Donc vous voyez déjà l'échelle de grandeur. Et si on prend la fourchette haute, donc le 1,87 trillion chaque année, donc dans ce cas-là, le blanchiment d'argent qui serait fait avec les crypto-monnaies serait de 0,45%. Donc encore une fois en inversant, 99,5% du blanchiment d'argent ne se fait pas par les crypto-monnaies. Donc peu importe l'éventail du blanchiment d'argent au niveau mondial, les crypto-monnaies représentent une part très très minoritaire, voire infime, on pourrait dire même, des outils qui sont utilisés pour ces fins-là, et que la majorité du blanchiment d'argent se fait à travers le système traditionnel, avec des banques, des sociétés offshore, de l'argent liquide, donc des choses qui ont toujours existé, et qui sont au final d'autres outils qui sont beaucoup plus utilisés à ces fins-là. Et ensuite, je voulais aussi vous faire un dernier point sur une nouvelle qui est assez connue, justement Chainalysis, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous présente ici la part des activités illicites parmi toutes les transactions de crypto entre 2017 et 2021. Donc 2021, à remettre aussi dans son contexte, année du bull run, avec beaucoup de scams, avec beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'effervescence. Donc même parmi une année très active de bull run, on est à 0,15% de toutes les transactions crypto, pour le coup, qui sont liées à une activité illicite. Donc c'est pour refaire le point aussi sur le deuxième argument de l'article et des autorités qui concerne le financement de la lutte contre le terrorisme. Donc activité illicite, moi j'entends, on comprend le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, 0,15% de toutes les transactions crypto. Et donc encore une fois, en inversant, on peut dire que la quasi-totalité, 99,85% en étant précis, des gens qui évoluent dans l'écosystème crypto sont des gens légitimes, qui ne cherchent pas à avoir des activités illégales. Donc c'est un peu stigmatisant, encore une fois, de dire que la crypto-monnaie, ça permet au blanchiment d'argent, des activités illicites. Effectivement, c'est un des outils qui permet ces activités-là, mais vous l'aurez compris, j'espère, à travers ces chiffres de sources sérieuses en plus, que c'est vraiment une partie infime des crypto-monnaies et des acteurs qui utilisent ces outils-là pour des fins illicites, et que la grande majorité des gens sont des personnes comme vous et moi qui ont gagné de l'argent de manière tout à fait légale, de leur bon droit, et qui décident d'investir une partie en crypto-monnaie, ou alors des projets qui essaient d'apporter quelque chose, une valeur, avec plus ou moins de résultats d'accord. Il y a aussi pas mal de scams, on est d'accord aussi là-dessus, mais dans tous les cas, la grande majorité de l'écosystème est légal et tout à fait licite, et donc c'est vrai que c'est un peu stigmatisant quand on entend ces arguments de la crypto, ça permet le blanchiment d'argent, ça permet le terrorisme. Quand on regarde vraiment les chiffres avec des sources sérieuses, comme vous avez pu le voir, on se rend compte que c'est vraiment anodin, anecdotique. Et donc on peut se demander quelles sont les vraies motivations derrière. Et donc on en a parlé déjà beaucoup sur cette chaîne, parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. On va pas trop développer parce qu'on reste sur YouTube quand même, donc il faut faire attention. Mais il y a quand même, je trouve, une certaine attaque sur les libertés individuelles, sur le respect à la vie privée. Notamment, on avait parlé aussi dans
un autre live sur une autre chaîne, l'utilisation des caméras de surveillance avec reconnaissance faciale, un peu comme en Chine au JO de Paris. Là encore, c'est l'argument sécuritaire qui est mis en avant, hein, donc protection des citoyens, bien évidemment, qui est importante, mais on se rend compte que c'est toujours cet argument sécuritaire, protection contre le crime, protection contre le blanchiment d'argent, on va vous protéger, et au final, il y a des mesures liberticides, ou qui ne sont pas encore, mais qui pourraient le devenir, qui sont passées petit à petit, avec pour conséquence à chaque fois de moins en moins de vie privée. On te demande où tu vas, on te demande des photos d'identité, on te demande des KYC de partout, et on te réduit l'accès aux outils de privacité ou qui permettent de maintenir un certain degré de vie privée. Donc voilà, je ne veux pas non plus enfiler la capuche du complotiste qui voit le mal partout avec des choses qui sont peut-être pas vraies, mais c'est quand même des choses qui, moi du moins, me préoccupent un petit peu et je voulais vous le faire partager. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord, ce que vous avez pensé de ces chiffres, de ces données et de la position aussi de Binance. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si c'est un contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu pour soutenir le projet. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo mon guide offert pour avoir les bases si vous souhaitez quand même, malgré tout ce qu'on vient de voir, débuter dans les crypto-monnaies. Et pour ma part, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.